Imaginez que vous ayez passé la plus grande partie de votre carrière en agence. Imaginez qu'on vous appelle un jour en vous disant « On vous veut comme directrice de la communication pour notre magnifique entreprise qu'est la Maïf, le fameux assureur militant que vous connaissez toutes et tous. » Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Cécile Ribourt, qui depuis 2018 est directrice de la communication de cette très belle entreprise que vous connaissez et dont les campagnes de publicité nous ont tous marqués. Dans cet épisode, Cécile va vous parler de son parcours, vous apprendrez qu'elle adore le latin, oui ça arrive à des gens bien, mais surtout vous verrez que c'est une manageuse, une femme qui réfléchit, mais aussi une femme d'une très très grande humilité. Nous avons abordé énormément de sujets avec elle, donc ce que je vous propose de faire, c'est très simple. Vous écoutez cet épisode, vous prenez des notes car c'est une véritable masterclass. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Il est évidemment inutile de vous préciser à quel point j'ai adoré m'entretenir avec Cécile. Et très sincèrement, son parcours est absolument brillant. Très très bonne écoute, en compagnie de Cécile Ribourt, directrice de la communication de la Maïf. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Cécile. Salut Laurent. Comment ça va ? Très bien et toi ? Merci de m'accueillir à la Maïf, alors non pas à Niort, mais à Paris, non loin de là où j'ai fait mon service militaire. Aux Invalides donc. Exactement, rue Saint-Dominique pour être plus exact, et ça me rappelle plein de choses, donc chaque fois que je reviens dans ce quartier-là, c'est toujours avec un petit pincement au cœur. Cécile, je vais te laisser présenter la Maïf, parce que c'est une entreprise que tout le monde connaît, c'est une vraie signature de marque qui est absolument magnifique. Ce sont des campagnes de pub que je surkiffe, bref. Je te laisse présenter la Maïf et puis évidemment on parlera de toi un peu plus tard, mais peux-tu nous présenter la Maïf en quelques mots encore une fois ? Eh bien, l'assureur militant est né en 1934. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 9000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 5 milliards et 3,7 millions de sociétaires qui font partie de la Maïf. Alors félicitations, ce que tu appelles les sociétaires, pour celles et ceux qui vivraient dans une grotte encore aujourd'hui, ce sont quelque part les clients, c'est ça ? Ce sont les assurés, tout à fait. Ce sont les assurés. Alors, la Maïf a été fondée en 1934, donc 90 ans d'existence, par des instituteurs. À Niort, si j'ai bien compris. Oui. L'histoire qu'il y a derrière, tout ce qui est mutualiste, pour plein de raisons très 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 personnelles, me parle énormément. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement, là encore une fois, cette histoire, parce que c'est aussi ce qui fait la différence par rapport à d'autres assureurs, très très beau, mais il y a une vraie histoire qui sort très clairement de l'ordinaire. Il n'y a pas derrière une volonté capitalistique, ni capitaliste. En plus, je vois que dans les années 60, vous aidez d'autres assureurs à se construire. C'est quoi qui se cache derrière cette magnifique histoire ? En quelques mots, là encore une fois, parce que l'idée, c'est évidemment qu'on parle de toi, ne t'inquiète pas Cécile. Tu l'as dit, il y a une forme de permanence à la fois dans la signature, mais au final, ce qu'on va retenir, c'est que dès le départ, c'était un projet politique. Les 156 instituteurs qui se sont réunis dans un café avec comme ambition de créer un modèle qui n'existait pas, un modèle qui était l'inverse des SA en vigueur à l'époque, et de prouver, alors à travers un champ d'application qui était l'assurance auto, qu'il était possible de créer une communauté fondée sur l'entraide et la solidarité, en mettant en commun leurs économies pour pouvoir s'assurer les uns les autres et en comptant sur la responsabilité individuelle et le sentiment d'appartenance à cette communauté. À la base, c'est pour de l'automobile. Il y a 90 ans, il y a 156 personnes qui se réunissent dans un café. Et je pense que s'il y a encore des descendants qui doivent être quelque peu âgés, ils doivent se dire « Mais mon Dieu, cette aventure est absolument incroyable ». Oui, elle a été fondée aussi, on n'en a pas parlé, par des militants qui sont une composante essentielle du modèle. Donc j'ai évoqué, on a 9000 collaborateurs, il y a à peu près 1000 militants qui sont des sociétaires, qui accueillent les sociétaires, qui prennent les grandes décisions de la mutuelle à travers un système de gouvernance qui permet d'élire des délégués élus des sociétaires, des mandataires du conseil d'administration, et tout ça, ce sont des sociétaires qui, à un moment, se sont dit qu'ils allaient se lancer dans le militantisme d'entreprise et consacrent une partie de leur temps à la Maïf pour militer à la Maïf. Ce projet est absolument incroyable. Est-ce que les collaboratrices et collaborateurs en sont conscients 90 ans après ? Oui, il y a une culture d'entreprise qui est extrêmement forte, qui est vraiment enracinée. Alors, on l'évoquait, le cœur de la Maïf, ce sont ces sociétaires. Et cette conscience absolue que tout ce qu'on fait, on le fait au service de nos sociétaires, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant chez tout le monde. Et puis, il y a l'autre volet qui est l'engagement sociétal.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a également chevillé au corps et c'est partout et dans toute l'entreprise. Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il y a des choses autour de l'environnement. J'imagine qu'il y a évidemment des choses autour du sociétal, mais aussi du social. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tu sais bien, depuis 25 ans, on parlait de développement durable, on parle de RSE aujourd'hui, on parle de plus en plus, tu sais, du magnifique terme, la durabilité. Et puis on s'aperçoit que finalement, c'est avant tout des critères financiers, alors qu'ils sont soi-disant extra-financiers. Bref, c'est juste du business. Chez vous, c'est pas du tout ça. On intègre évidemment la partie normative, la réglementaire, puisque si on n'a pas d'indicateur, on n'est pas capable de mesurer l'impact qu'on peut avoir. Donc notre sujet, c'est une recherche d'impact à travers l'ensemble de nos activités. À la fois évidemment réduction de notre impact, mais comment avoir un impact positif sur ce qui nous entoure. Et donc ça vaut effectivement pour l'environnement et pour la société. Je vais prendre un exemple, notre stratégie climat, qui nous permet encore de travailler en permanence à l'exclusion des énergies fossiles, des hydrocarbures très récemment, avec une trajectoire extrêmement ambitieuse d'ici 2030 puis 2050. Ça, c'est le premier volet. On a aussi une stratégie biodiversité, où là, on va exclure tout ce qui va abîmer les sols, etc. Et puis, sur l'autre volet, on a créé le dividende écologique, qui consiste à reverser 10% de nos bénéfices au profit de la planète et de la société. Donc une part est consacrée à des projets de régénération de la biodiversité partout en France, sur l'ensemble des territoires. Et l'autre volet est un volet qui est consacré à la solidarité climatique, puisque aujourd'hui, il y a quand même de grosses inégalités face aux catastrophes climatiques en France. Il y a des forts risques d'inassurabilité. Aujourd'hui, vous habitez en bord de mer ou au bord d'un cours d'eau qui a déjà débordé 5 fois. Votre maison n'est plus vendable en l'état. Il faut que quelqu'un vous vienne en aide. Donc, on a tout ce dispositif qui permet à la fois d'aller au-devant des personnes qui ont eu des sinistres, de leur proposer des diagnostics et de voir avec elles comment est-ce qu'on peut mettre en place des travaux de prévention pour éviter ou en tout cas minimiser l'impact d'un prochain sinistre. Ce fameux dividende écolo, 10% du résultat qui est reversé à ces associations. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus en détail? Parce que ce soit très clair, c'est pas uniquement du côté parisianiste, puisque à la base vous êtes basé à Niort, et ça aussi je pense que ça compte énormément dans l'état d'esprit, mais il y a des associations, ou en tout cas des structures que vous soutenez partout à travers le territoire. On travaille, donc on a mis en place un comité d'instruction de l'ensemble des projets. Il y a un appel à projet qui est France entière. Ce comité, on travaille avec la CDC Biodiversité. On est entouré d'experts en biodiversité, puisque nous-mêmes, assureurs à Niort, ce n'est pas notre cœur de métier. Et on va sélectionner les projets qui vont être soutenus sur la base de leur solidité, leur robustesse, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de l'impact recherché. Et ça va être des projets qui sont partout. Je pense à une association Repic, donc qui replante des herbiers de Posidonie en Méditerranée pour rendre plus robustes les fonds marins. On va aller chercher... Je vous ai de grands signes à Cécile, parce que je n'avais strictement rien compris à ce dont il s'agissait. Merci à toi, donc ça permet de fortifier les fonds marins, oui, c'est ça? C'est les herbes là, qui ressemblent à des algues, mais ce n'est pas des algues. Ah, pour information. Alors, chers auditrices et auditeurs, vous apprenez quelque chose. Moi qui adore la mer, qui vient plutôt des Antilles, mais quelque part, merci, on se couchera beaucoup moins bête grâce à toi. Donc, je plaisante évidemment, mais c'est de l'extrêmement concret et il y a du vrai sonnant et du trébuchant. On est d'accord, Cécile? Oui, c'est du concret, c'est du ultra-local, c'est adapté justement aux configurations des différents endroits. Ça va être de la replantation de haies dans le bocage normand, ça peut être de la végétalisation de centre-ville, etc., etc. Si vous pouviez agir à Toulouse, s'il vous plaît, on n'en peut plus. Tu peux nous envoyer un dossier. Je crois que je vais demander ce qu'on envoie un dossier. Tu parlais du climat. Quand on est assureur, on se dit, en tout cas quand on n'est pas assureur justement, on se dit mais pourquoi ils s'investissent autant dans le climat, nos amis assureurs? Est-ce que tu peux nous expliquer le fond de tout ça et celui de la Maïf? Parce que, encore une fois, de prime abord, même moi qui connais bien le milieu des assurances, je me disais mais pourquoi ils investissent tous là-dedans? Et enfin, c'est d'une simplicité absolument évidente. Tu as plus ou moins raconté les choses, mais est-ce que tu peux nous expliquer la chose plus en détail, s'il te plaît? Pourquoi climat? Parce que c'est inhérent à notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est de préserver les risques, notamment en habitation. Or, on sait que le changement, la crise, la catastrophe climatique a un impact monumental sur la montée des eaux, le trait de côte, les incendies, les inondations, on le voit, et ces ensembles de catastrophes naturelles qui sont devenues une réalité sur certaines portions du territoire, avec un risque qui est de ne plus pouvoir assurer demain,
puisque on ne pourra plus mutualiser ce risque. Et il faut absolument qu'on mette en place des mécanismes. Donc nous, notre intérêt et notre conviction, c'est que oui, il faut agir pour avoir une couverture mutualisée, justement, mais nous, on souhaite aussi agir et pas rester inactif face à cette catastrophe climatique. Donc c'est pour ça qu'on prend les choses en main aussi en essayant d'aller chercher un impact positif, d'où cette question de régénération. Et on ne se contente pas uniquement d'atténuer le risque ou de, on va dire, sécuriser certaines zones. On a décidé d'investir justement au profit de la biodiversité, au profit du climat, en se disant qu'il en est de notre responsabilité pour nos assurés et puis pour les générations à venir. Encore une fois, c'est du concret. C'est pas simplement être à la mode. J'exagère à peine en disant ça. Hein. Mais c'est extrêmement concret et tu viens de nous le prouver. On le fait aussi, j'en ai pas parlé, mais avec une vision de très long terme. On a créé un fonds qui s'appelle Maille Forêt. Maille Forêt, l'objectif, c'est d'aller acquérir des forêts et d'opérer une gestion durable pour s'assurer que la forêt soit encore là dans quelques années et, si possible, dans très longtemps. Ça veut dire aussi, par exemple, on a des forêts en monoculture. Du coup, le fait d'en récupérer la gestion, ça va nous permettre d'introduire des nouvelles espèces, des variétés d'espèces qui ont été prouvées comme étant résilientes par rapport, alors si je prends le sud, à la chaleur, aux incendies. Et on sait que c'est la diversité des espèces à l'intérieur d'une forêt aussi qui la rend beaucoup plus résiliente. Donc on travaille là-dessus. Depuis 2020, donc 5 ans, la Maïf est entreprise à mission. Tu étais déjà DIRCOM, ça faisait à peu près 2 ans que tu étais DIRCOM. Tu arrives en 2018, si je dis pas de bêtises. C'est toi qui as travaillé sur ce dossier, pas toi particulièrement, mais en tout cas, j'imagine que tu as dû superviser un tel dossier. Oui, on a commencé en fait en 2018, puisque avant de devenir société à mission, il y a eu tout le travail qui nous a pris beaucoup de temps sur définir notre raison d'être. Une société à mission, on a une raison d'être et puis on a des objectifs et on inscrit tout ça, on change nos statuts pour intégrer à la fois la raison d'être et les objectifs. Donc on a travaillé pendant 2 ans sur notre raison d'être. Et de manière assez naturelle, quand la loi Pacte est arrivée, on s'est engagé pour devenir société à mission. Je vais te poser une question toute bête. Comment on fait ? Ça doit être un travail colossal. Parce que ça paraît toute bête, oui, notre raison d'être. Et puis tu sais, souvent c'est résumé par des espèces de crétins de cabinet qui servent strictement à rien, qui vont te prendre une tagline à 2 balles pour faire 30 mots en disant notre raison d'être, c'est ça. Non, ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Ouais, c'est un vrai travail d'introspection. On est revenu, on en parlait tout à l'heure, de 1934, on est revenu aux origines, au texte fondateur de la Maïf et avec un exercice de projection. Donc c'est un exercice de fond avec la direction générale, le conseil d'administration, pour arriver. Alors effectivement, on pourrait se dire à la fin, nous avons quelques lignes. Forcément, évidemment, mais tu sais, souvent, je t'interromps un instant volontairement, mais souvent tu as quelques lignes qui ont été pondues par les communicants qui sont en agence ou en interne. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. C'est du pipeau à 2 balles. Et des gens ont fait des fortunes là-dessus. Tant mieux pour eux. J'espère qu'il n'en sera plus dans 2 ou 3 ans. Mais chez vous, ça me paraît vrai. Je tape fort en général sur ces trucs-là que j'estime à 2 balles. Mais chez vous, c'est vrai parce que finalement, l'historique montre que vous ne pouvez pas faire du chiquet. On travaille essentiellement sur ce qu'on fait. Donc, il y a eu un exercice qui a pris pas mal de temps. C'est à partir de la raison d'être qu'on avait imaginée avant de l'inscrire dans nos statuts. C'est de vérifier qu'on faisait déjà ce qu'on avait écrit et vérifier que ça nous permettait d'avoir une ligne directrice pour tout ce qui nous reste à faire pour les années et les années qui viennent. Et donc un exercice à la fois d'introspection, puisque dans nos objectifs statutaires, derrière, ça a sorti une feuille de route de mission avec des indicateurs et des objectifs annuels qu'on doit tenir. Donc il fallait quand même qu'on s'assure qu'on était en capacité de tenir nos engagements. Donc on a fait tout ce travail de, effectivement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui correspond et vers où ça va nous emmener pour demain. Comment tu as fait très très concrètement ? Concrètement, on a vraiment, alors on n'a pas eu une démarche participative avec l'ensemble. On a un système de gouvernance qui est représentatif finalement de l'ensemble du corps social, et par corps social, je le pense élargi, qui inclut aussi les militants à travers le conseil d'administration, puisque nos administrateurs sont des sociétaires. Ils représentent la voix de nos sociétaires, donc on a fait tout ce travail avec eux et en collaboration aussi avec la direction générale, des membres des comités opérationnels et puis des groupes miroirs aussi internes. Et on y a passé beaucoup de temps. Combien d'années ? 1 an et demi, quasiment 2 ans ? 1 an et demi.
1 an et demi avec une particularité, c'est qu'à la Maïf, on aime les mots. Je pense que c'est fortement lié à notre passé, notre histoire et notre lien avec l'éducation nationale. Mais en tout cas, cet amour, cette passion du mot juste, elle est partagée au niveau de la gouvernance. Comment ça a été perçu, justement, par tes sociétaires, par tes militants? Les gens sont au courant, finalement, quand ils sont clients chez toi, pardonne-moi d'employer un terme très basique pour que tout le monde comprenne bien, mais ils sont conscients de ces choses-là. Est-ce qu'ils viennent chez vous pour cette raison-là, entre autres, pas uniquement le prix, bien évidemment? Ils sont conscients de tout ça? On fait en sorte que ce soit la première expérience qu'on puisse mener avec la Maïf, elle soit basée sur justement de l'écoute, de l'empathie et une qualité de la relation qui soit inégalée. En tout cas, on s'emploie à le faire. Je vais te donner un exemple. Nos conseillers n'ont pas de script. C'est-à-dire que notre raison d'être, c'est témoigner d'une attention sincère à l'autre. Et cette attention sincère, on va l'éprouver à travers une liberté. On dit à chacun de venir avec son humanité. En face, on a des personnes qui viennent de subir un sinistre, plus ou moins grave. Mais la première chose, c'est d'être à leur côté. C'est notre métier, et de faire preuve d'une empathie, parce que quand on est en rade au bord de la route, pour un exemple pas très grave, le fait d'avoir une voix amie et qui est prête à tout faire pour dépatouiller la situation extrêmement rapidement, c'est vraiment ça qu'on vient chercher. Ce métier des assurances est très mal connu par la plupart des Français, même si c'est une obligation, je le rappelle. C'est pas un magnifique métier quand on y réfléchit bien, parce que j'ai eu un oncle assureur et il me racontait que son grand kiff, c'était d'aider les gens qui étaient dans la mouise. C'était ça son kiff. Il a très bien gagné sa vie aussi. C'était un indépendant, un vrai indépendant, donc pas un agent général. Il avait monté sa boîte ex nihilo. C'est pas un kiff incroyable d'être dire comme d'une si belle maison qui est réellement militante. La preuve, on est l'assureur militant. Ça doit être un kiff total depuis 7 ans pour toi. Tout à fait, c'est pour ça que je suis venue. Et chaque année qui passe, ou en tout cas chaque nouveau projet, finalement ne fait que renforcer cette dimension d'être à la bonne place, parce qu'on a un capital de marque qui est incroyable. Quand on vient d'agence et qu'on est en charge de la marque Maïf, c'est extraordinaire, avec l'ensemble de ses codes, etc. Et puis, à titre personnel, il y a ce sujet de niveau d'engagement et de voir effectivement comment est-ce qu'on continue à être un assureur militant, alors à la fois pour nos sociétaires, mais aussi pour la société, en essayant de se réinventer au fur et à mesure, en fonction de l'évolution des crises, des changements, des bouleversements qui nous occupent. Oui, c'est un métier formidable. Et tes collaborateurs et collaboratrices sur le terrain, ils en sont conscients, j'imagine. Ils doivent être extrêmement fiers de porter les couleurs Maïf. Ils sont extrêmement fiers, ils sont extrêmement engagés. Alors, qui dit collaborateurs par engagés, j'entends vis-à-vis de l'entreprise, ils peuvent être aussi engagés à titre personnel. Il y en a énormément qui militent dans des associations, etc., etc. Qui dit très engagé, dit aussi extrêmement exigeant par rapport à ce que va faire la mutuelle. Alors ça, c'est intéressant. En termes de produits, en termes de communication également, c'est en quoi qu'ils sont exigeants ? En termes d'engagement. Évidemment, ils sont collaborateurs et ils sont sociétaires, mais c'est plus par rapport à des actions que va entreprendre l'entreprise. On va se dire, est-ce qu'on est au bon niveau ? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir plus d'ambition ? Et chacun a le droit de s'exprimer. Je prends Maïf Forêt. L'idée est née un jour en se disant, il faut absolument faire quelque chose. Et finalement, à la Maïf, il y a la possibilité de faire entendre sa voix et de la remonter et de mettre tout en œuvre. Je vais prendre un autre exemple, les employés du restaurant Maïf, qui est à Niort, ont décidé d'obtenir la labellisation Resto Responsable. Et ils l'ont fait. Ou ailleurs, les moyens généraux, ils se sont dit quand même, on serait bien de réduire notre empreinte et d'être moins dépendant énergétiquement. On va mettre en place les géothermies. Et ils l'ont fait. Donc, c'est une richesse incroyable de pouvoir s'appuyer sur des équipes qui sont hyper engagées et qui fourmillent d'idées pour emmener la Maïf un tout petit peu plus loin, et puis cette capacité aussi qu'a la direction générale d'être à l'écoute des propositions et de pouvoir valider ce type de projet. La culture de la Maïf m'a l'air extrêmement entrepreneuriale ou intrapreneuriale, appelle ça comme tu l'entends. En tout cas, la culture dont on se bouge. Vrai ou faux ?
Vrai, c'est très lié à ce qui a été mis en place, à savoir le management par la confiance. Hein. Il y a eu une sorte d'effervescence, elle date de 2015, une forme de révolution interne sur ce champ impulsé par le directeur général Pascal Dumurger. Et ça a vraiment fondamentalement transformé l'entreprise. Alors, puisqu'on parle de management par la confiance, on entend bien, je fais confiance a priori envers chaque personne. Et mon a priori, c'est qu'elle va elle va donner le meilleur d'elle-même, quel que soit son métier. Et on encourage l'autonomie, l'initiative, et ça produit beaucoup d'effets. Finalement, travailler à la Maïf, c'est un peu le kiff total. On peut dire ça. J'aime bien comme tu dis ça. Ça fait très british. On peut dire ça. On vous remercie, Laurent. Ok. Comment tu es arrivé dans la communication ? Alors pourquoi je parlais british ? Parce que tu as fait des études d'anglish et ça permet de s'en sortir. Tout à fait. Alors, c'est grâce à Erasmus que j'ai pu partir en Angleterre. Et donc, je rends grâce à Erasmus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'ai fait des études littéraires, principalement, et de l'anglais. N'ayant pas forcément une idée précise de ce que j'allais faire ensuite, j'aurais été bien embêtée avec Parcoursup, je pense, à l'époque. On ne parle pas. Initialement, tu voulais faire quoi ? Même si tu ne savais pas tout à fait, tu pensais être prof, peut-être ? Non, pas spécialement. Vraiment. Alors si, je me suis dit, tiens, si j'étais prof de latin, j'aurais adoré être prof de latin. Et puis finalement, je me suis dit, peut-être pas. Ça me laisse sans voix. Prof de latin ? Ouais, j'adorais le latin. J'ai une passion pour c'est toi donc. C'est toi. Donc c'est prof de latin, sincèrement ? Oui, l'idée m'a traversé l'esprit. Bon, au final, je ne l'ai pas fait, comme tu le vois, puisque je suis là, mais... Et puis surtout, après, tu as fait de l'anglais. Ah non, j'ai fait les deux en parallèle. Le latin, j'ai fait du latin en Angleterre, pour te dire, j'ai poursuivi. En fait, j'ai fait une partie de ma maîtrise de lettres modernes, donc en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est magique, on a le choix de prendre ce qu'on veut comme matière pour finir un cursus. Et du coup, j'ai pris latin. Et mythologie grecque et romaine, et poésie contemporaine. Enfin, voilà, c'était... Ok. Alors, autant sur la mythologie, je comprends parfaitement. La poésie, je comprends parfaitement. Alors, le latin, je t'avoue que vraiment, j'ai l'impression d'avoir une extraterrestre devant moi. Donc, j'en suis absolument ravi. Je vais te poser une question qui est vraiment toute bête. Qu'est-ce qu'il te reste de ces études dans ton job d'aujourd'hui et ton job dans la communication ? La rigueur, le sens des mots ? Le poids des mots ? Le sens des mots, dans tout, et dont leur poids, et leur musique. Il me reste ça, un esprit de synthèse, je pense. Voilà, qui aide pas mal, et la capacité à lire très vite. Ah, félicitations, bravo. Plus vite que ChatGPT, on m'a dit. Pas du tout. Mais en tout cas, ça va avec la partie synthèse. Non, mais et une vision, une approche qui est assez transversale des choses. Parce que je n'ai pas été formé à la communication en tant que telle. Alors, bienvenue au club, et tu sais que beaucoup de gens qui arrivent dans ce métier y arrivent par le plus grand des hasards, d'où ma question maintenant, que tu vois venir à 300 km. Comment tu es arrivé dans la com ? Eh bien, par le plus grand des hasards, figure-toi qu'après cette maîtrise de lettres et une licence d'anglais, je me suis lancée dans un 3e cycle, donc anglais-français, et à l'issue duquel je me suis dit, ce métier n'est vraiment pas fait pour moi. Et donc, je suis allée assez naturellement vers ce qui était le plus proche, à savoir le métier de relations presse, avec une incursion chez Aéroports de Paris, que j'ai poursuivi ensuite faire des PR à Miami pendant 1 an. Et puis, je suis revenue chez Aéroports de Paris. Et ensuite, je suis partie chez Air France. Alors ça, c'est le miracle. Tout ça, relève du miracle des rencontres. Et chez Air France, j'étais consultante en conduite du changement pour le projet d'entreprise. Donc, absolument rien à voir. Et j'avais presque envie de dire, j'avais quasiment aucune compétence en la matière, ou en tout cas, aucune expérience. Donc, je pense que ce qu'il faut avant tout, ça reste une tête bien faite. Enfin non, c'est un peu prétentieux ce que je viens de dire, donc plutôt, on va dire, un esprit pragmatique et du bon sens. Alors justement, je ne trouve pas ça du tout prétentieux, une tête bien faite, bien au contraire. Je crois que notre métier, c'est un métier d'intellectuel. Dans la communication, qu'on soit en agence ou qu'on soit chez l'annonceur, peu importe, c'est un métier d'intellectuel. Et j'ai l'impression que notre métier est en train de devenir de plus en plus un métier de main. T'as pas l'impression que notre métier s'est paupérisé intellectuellement depuis 25 ans ? Je dirais que les outils ont évolué, mais par contre, ce qu'on va chercher quand même, quand on va recruter des gens, c'est des gens qui sont capables de réfléchir,
qui sont capables de formaliser des idées, qui ont un regard créatif. Et on va chercher surtout des gens aussi qui soignent leur expression écrite et orale. Nous sommes bien d'accord, mais j'ai l'impression, et je devais parler comme mon oncle, il y a 25 ans quand je suis rentré chez Publicis par hasard, j'avais un métier face à moi que je trouvais créatif, c'est bien le cas de le dire, stratégique également. Il l'est toujours, ça l'est toujours 25 ans après. Mais j'ai l'impression que les outils prennent une place absolument débordante et que la digitalisation de notre métier, qui est absolument passionnante, fait qu'au final, tu peux sortir une campagne de communication soi-disant de temps 3 mouvements, sans intelligence, sans réflexion. Tu fais juste un prompt et puis tu vas bidouiller ça sur Canva. Puis en fait, c'est de la communication qui ne sert strictement à rien, c'est de la communication poubelle. Qu'est-ce que tu en penses, Cécile ? J'en pense que ce qui fonde l'intérêt de notre métier, c'est d'arriver à partir d'une stratégie, à la mettre à la fois en mots, en images, et surtout, alors évidemment, on est bardé d'indicateurs aujourd'hui, et les outils nous servent à ça en fait. C'est comment est-ce que les outils génèrent plus de performance. Par contre, en termes de pilotage, je pense qu'il ne faut pas entièrement se reposer justement sur les outils à disposition, et puis parce que c'est pas l'intérêt de notre métier. Notre métier à nous, c'est de réfléchir, de sentir, d'avoir des insights, de faire du planning stratégique. Si on se prive de ça, qu'est-ce qui reste ? Il reste de l'exécution. Et je trouve ça vraiment très triste. Je crois que je pourrais pas mieux dire. Je te remercie. Et je voudrais que nos auditeurs et auditrices les plus jeunes comprennent que notre métier, c'est un des plus beaux métiers du monde. Ouais. J'en suis intimement convaincu. Quel conseil tu donnes à nos jeunes, au-delà d'avoir une tête bien faite ? Quel conseil tu donnes à nos jeunes ou à nos moins jeunes qui veulent se lancer dans nos métiers, Cécile ? Le premier, ce serait de la curiosité. Les métiers de la communication ont beaucoup évolué. Ce sont, pour certains, beaucoup spécialisés aussi. Et le champ, il est immense. On l'évoquait tout à l'heure, j'ai commencé par faire des relations presse. J'avais aucune idée, en fait, de l'immensité du champ des possibles de la communication. Pour ensuite faire de l'accompagnement du changement, ensuite faire de la communication RH, la fameuse marque employeur. Merci. Puis de la communication interne, etc., etc., etc. Donc, quand on démarre, à moins d'avoir fait, 5 ans d'études en communication et d'être sûr et certain de la branche dans laquelle, ou les domaines d'expertise dans lesquels on veut aller, auquel cas il faut approfondir. Mais sinon, le champ est tellement vaste, il faut multiplier les expériences et pas avoir peur, en fait. Pas avoir peur de se confronter à des domaines qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on est en capacité de réfléchir, analyser et qu'on maîtrise les outils. Je pense que pour les générations qui arrivent, la question des outils est quand même clé. Mais le premier point, c'est de la curiosité sur le monde qui nous entoure, sur les autres disciplines, sur l'ensemble des entreprises. Enfin, tout comme moi, on a été en agence. Pour le coup, là, c'est le métier passion. La diversité des sujets est incroyable. Toutes les 3 semaines, un nouvel appel d'offres. Toutes les 3 semaines, on découvre un secteur qu'on doit connaître sur le bout des doigts. Au bout de 3 semaines, on découvre une nouvelle entreprise. Et ça, je trouve c'est extrêmement formateur. Et puis on a cette chance-là aussi. Alors là, je vais parler en agence. Je pense que c'est différent. J'ai jamais bossé chez l'annonceur, donc je n'ai que ce point de vue depuis un quart de siècle. Mais j'imagine que... Enfin, c'est pas j'imagine, c'est qu'on découvre plein de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est ça que je trouve fantastique. Je connais strictement rien à l'industrie. J'ai fait un bac B. Je pense que tu sais encore ce que c'est qu'un bac B. Tout à fait. Voilà, félicitations. C'est comme le DESS. C'est ça. Ce sont des marqueurs de quoi ? De rien du tout. De rien du tout. Exactement. Ce sont des marqueurs de talent. Je ne sais pas si nos auditeurs vont nous comprendre, c'est le seul chose. Non, mais ils s'en remettront. mais encore une fois, cette curiosité intellectuelle, elle est absolument fondamentale pour réussir, qui plus est dans nos métiers, parce qu'on découvre des choses sensationnelles. Et moi qui ne connaissais rien à l'industrie, je surkiffe ce secteur, tout comme je ne connaissais pas il y a 15 ans le monde des assurances, et je suis extrêmement heureux de le comprendre et de savoir, par exemple, ce qu'est un actuaire. Ça, c'est juste pour montrer à quel point j'étale le peu de confiture que je connais en matière d'assurance. J'exagère à peine. Tu parlais de ne pas avoir peur. Il y a une chose que je revendique dans la vie, c'est qu'il faut être courageux. Et je pense très honnêtement que vous, les femmes, êtes beaucoup plus courageuses que nous, les hommes. Et je le pense très sincèrement. Aujourd'hui, un bon ou une bonne DIRCOM, c'est quoi ses qualités ? Au-delà d'être extrêmement courageux, parce que c'était une question extrêmement orientée, c'est quoi les qualités du DIRCOM selon toi ? Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Au-delà de la curiosité, de l'écoute, de l'humilité, oui, très bien, de la créativité, de la stratégie, mais selon toi, c'est quoi pour être un bon DIRCOM aujourd'hui et demain ? Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir de bonnes équipes.
Oh, c'est beau. Et donc, il y a quand même un sujet dont on n'a pas trop parlé, c'est le management, en fait. À dire comme, oui, c'est un chef d'orchestre, on a l'habitude de le dire, mais il orchestre quoi? C'est pas le dire comme qui fait tout. Il orchestre principalement des personnes. Alors justement, je rebondis. Combien y a-t-il de personnes à la com, Anna Maïf? Il y a 130 personnes qui sont rattachées à la direction de la communication. Nom de Dieu, 130 personnes. Tout à fait. Tu te rends compte, toi et moi qui... Alors moi je travaille toujours en agence, mais toi tu travailles en agence. On va parler de ça un petit peu plus tard, mais tu imagines que c'était le double de l'agence où tu bossais? J'en ai bien conscience, oui. 130 personnes, c'est une très belle PME. Mm. Il y a du management, et évidemment, en te remerciant, 130 personnes. Je vais te poser la question la plus bête qui soit. Comment fais-tu un aussi gros département communication? Je pense que tu dois pas être loin du plus gros département communication de France. Alors, il y a ça correspond à deux choix. Le premier choix, c'est d'intégrer toutes les disciplines. Donc, sur les 130, on a un très gros studio de création qui correspond à une agence à laquelle on pourrait faire appel si on était en externe, qui rassemble toutes les disciplines, que ce soit du motion design, du print, vidéo, y compris logistique événementielle, montage. Donc ça, c'est une grosse partie des troupes. Il y a, alors qui est rattaché à la direction de la communication, et je ne sais pas si tu connais le Maïf Social Club, qui est un lieu hybride qui est dans le Marais, rue de Turenne, qui est à la fois un lieu d'accueil de tous les publics autour d'une vraie programmation culturelle. En ce moment, l'exposition, c'est Chaosmos. Alors, j'étais en train de réfléchir pendant que tu me parlais. Je suis désolé, je t'interromps. Ma compagne habite dans le Marais, et justement, je dis, mais le Maïf Social Club, on est passé devant. Et quand tu me parles de Chaosmos, on est passé devant, donc on va y passer une tête. Eh bien, je t'invite à y rentrer. Il y a également une bibliothèque, une boulangerie, un espace de coworking et surtout énormément de conférences et de programmation. C'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Eh bien, c'est une très bonne chose. Alors, 130 personnes, ça va vraiment dans tous les métiers de la com. Tous les métiers. Avec une spécificité qui tient au mutualisme. Nous avons une équipe qui organise ce que l'on appelle des actions mutualistes. Alors, elles sont en charge d'organiser des événements pour nos sociétaires, là aussi à travers tout le territoire, en France. D'accord. C'est combien de personnes justement qui s'occupent des actions mutualistes? On va dire qu'il y a une quinzaine de personnes. D'accord, donc c'est pas si énorme. Je pensais que c'était 30-40% de la masse. D'accord, donc c'est environ 10%. Donc le reste, tu m'as dit qu'il y avait du montage et du démontage, donc ça c'est pour les événements évidemment. Donc c'est très très rare d'avoir ces profils-là. Oui. Tu t'attendais à ça un jour dans ta vie, toi qui as fait du latin? Alors pas du tout. Pas du tout. Et, venant d'agence, après c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une qualité créative, et puis quand on aime la création, en fait, d'avoir un studio de création intégré, c'est extraordinaire. Alors justement, c'est la question que je me pose depuis 15 ans. C'est une grosse tendance depuis une quinzaine d'années. Les collectivités locales, tout le public l'a fait depuis fort longtemps, il y a 25 ans déjà. Mais je me demande toujours, est-ce que c'est une si bonne idée que d'internaliser son agence? Et je me dis, est-ce qu'au bout d'un certain temps, on ne tourne pas en rond, tout simplement? C'est le principal challenge. Alors, il y a celui-ci. C'est-à-dire des gens qui sont là, alors évidemment encore plus quand on travaille dans une société d'assurance et qu'on est, j'en sais rien, un caméraman. C'est-à-dire que les possibilités de mobilité interne, elles sont quand même assez réduites, puisque ça, c'est compliqué de devenir actuaire du jour au lendemain. Bref. Et donc, un défi en matière de management, c'est comment on fait pour continuer à avoir justement ces niveaux. Mais il n'y a pas que ça. Et puis, il y a l'autre point qui est, on est à Niort, ce qui n'est pas tout à fait pareil que d'être dans une agence parisienne. Voilà, donc le challenge, c'est vraiment ça, c'est comment on profite du temps qu'on a pour essayer d'ouvrir le maximum. Et de temps en temps, quand on va chercher un prix, c'est extrêmement gratifiant. C'est-à-dire, notre agence interne, on est arrivé finalement à un niveau de créativité qui peut égaler celui des autres agences. Alors après, on travaille quand même aussi avec des agences. Ponctuellement, pour certaines, justement, ça nous permet de nous challenger, avoir des idées en rupture, etc. Il y a beaucoup de formations. Et il y a énormément de formats qu'on a créés en interne, justement, pour renouveler, par exemple, nos formats éditoriaux, nos formats vidéo, etc., de formats inter-équipes, voilà, avec des challenges qui s'affrontent et puis que le meilleur gagne. Donc ça voilà, et ça marche pour toutes les disciplines, puisque finalement, la communication interne, ça va être la même chose.
La pub, on est une agence de pub. J'allais te poser la question justement, cette fameuse campagne de pub que tout le monde adore depuis 25 ans. Oui. C'est donc fait en externe. C'est fait en externe, on travaille avec DDB. Avec DDB, d'accord. Je pensais que c'était l'Olintas, mais c'était il y a fort longtemps. C'était il y a fort longtemps. Tout ça a été, je pense, je ne sais même pas si l'eau existe encore, non, je crois plus. Tu parlais de com interne. Toi et moi, on a fait de la marque employeur. De la communication RH, comme on disait, ou de la communication de recrutement, ce qui n'est pas la com interne, mais c'est en tout cas le cousin. Est-ce que tu penses qu'elle existe encore, la com interne ? Moi, je suis intimement convaincu que tout ce qui est fait en interne finit toujours par sortir, donc ça n'est quasiment plus existant. Alors, notre conviction, on a pas mal réfléchi sur est-ce qu'il y a une fusion à un moment des deux communications. Alors, nous, ce qu'on va demander aux équipes, notamment en charge de la communication interne, c'est la même chose pour l'externe d'ailleurs, c'est une connaissance extrêmement fine de nos publics. Et à partir de là, alors à la Maïf, la com interne, elle a vraiment pour fonction de porter la transformation de l'entreprise, majoritairement. Et pour ça, pour identifier les bons leviers, la bonne façon d'aller toucher les différentes personnes, c'est de connaître parfaitement son public. Et le public interne est extrêmement différent de nos sociétaires. Du coup, même si le contenu au départ est le même, on va pouvoir communiquer sur une seule et même actualité. Par contre, la façon et le pourquoi on le fait n'est pas du tout la même. Donc, on a maintenu finalement deux équipes. Alors évidemment, il y a des travaux en synergie, de la mutualisation, etc. Sur la partie éléments de langage. Mais par contre, les leviers qu'on va activer sont très différents. J'arrive à mes dernières questions. Tu as honnêtement un parcours incroyable. On n'en a pas beaucoup parlé, je te prie de m'en excuser, mais je reste sur le latin. Là, je me dis, mais mon Dieu, je pense que en plus de 300 épisodes qui sont en ligne, Cécile, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me dise, je voulais être prof de latin. Enfin, je voulais faire du latin. Je suis allé à Reading pour faire aussi du latin. Donc, une extraterrestre, et au très bon sens du terme, et c'est plus que laudatif dans ma bouche. Mais qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier de DIRCOM, sincèrement ? Pour le métier de DIRCOM, ce qui me fait le plus kiffer, c'est d'avoir la possibilité d'avoir tous les leviers de communication. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Que ce soit de la publicité, la veille des réseaux sociaux, de l'événementiel en région, un lieu à Paris. Enfin, c'est extraordinaire. Tout ça se parle. Et mon plus gros challenge, effectivement, c'est de constituer une seule et même équipe de disciplines qui sont aussi différentes et de les regrouper autour d'une marque extrêmement forte et de tenir une ligne qui est à la fois celle de la société à mission, de l'assureur militant et de réfléchir ensemble sur ce qu'est la marque Maïf, où est-ce qu'elle doit aller, comment est-ce que la communication est au service de l'entreprise. Et on a énormément de chance aussi à la Maïf, c'est qu'on a des dirigeants qui ont aussi la conviction que la communication est performative. Et ça change fondamentalement la donne, que ce soit en termes de poids, de l'avis de la communication sur les décisions, que ce soit en termes de budget et que ce soit en termes d'orientation. Tu dois certainement côtoyer d'autres DIRCOM ? Oui, quelques-uns. Quelques-uns, j'en connais, sans me vanter, bien entendu. Est-ce que tu es consciente de la chance que tu as ? Est-ce que les autres te le font comprendre d'une manière ou d'une autre ? Oui, alors, c'est assez paradoxal, puisque finalement, je n'ai jamais travaillé dans une autre entreprise que la Maïf, et puisque j'ai fait toute ma carrière en agence, donc j'ai assez peu de points de comparaison, si ce n'est le fait d'avoir été en agence et d'avoir pu côtoyer un grand nombre d'entreprises, un grand nombre d'organisations. Et effectivement, je vois bien en discutant avec les uns et les autres qu'on n'a pas, du fait de la structure même ou de la culture d'entreprise, ton métier il peut être totalement différent d'une boîte à l'autre. On est bien d'accord. Ma dernière question, c'est la vraie. Après, je te libère et je te remercie du temps que tu m'accordes. C'est la question la plus bateau qui soit, mais je crois qu'elle est fondamentale pour nos plus jeunes. Quelle est la différence fondamentale entre l'agence et l'annonceur ? Ça fait bientôt 8 ans que tu es DIRCOM de la Maïf. Finalement, ton premier poste, tu le prends dans une marque que tout le monde connaît depuis 25 ans à minima, avec ce fameux assureur militant. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que ça mériterait un épisode entier, tellement je trouve ça fantastique. Et c'était une des rares pubs dont je me souvenais, avant de connaître le monde de l'assurance, dont je me souvenais, ça peut paraître tout bête, mais ces dessins au trait, ils étaient magnifiques. Et puis cette tagline, assureur militant. Mais je reviens à ma question. C'est quoi la différence entre l'agence et l'annonceur ? J'ai envie de dire que c'est la permanence. Si je reviens à mon passage, j'avais extrêmement peur de m'ennuyer en fait. Quand tu as passé 25 ans en agence, j'étais tétanisée en disant mais qu'est-ce que je vais faire ?
qu'est-ce que je vais faire pour pendant tous les jours, de tous les mois, de toute l'année, à m'occuper d'une seule marque en fait. T'avais pas l'impression de prendre ta retraite? Ah si, j'ai essayé de m'imaginer qu'est-ce que je vais faire, je sais pas, la même chose pendant toutes les années qui vont venir en fait. Mais bon, ça je pense que c'est lié au fait que quand tu viens d'agence, l'adrénaline, le métier passion, c'est-à-dire que tu changes tout le temps, tu changes de sujet 10 fois par jour, tu changes de client, tu changes de pitch, tu changes de secteur, et puis à la fin tu reviens à la maison. Et tu laisses les problématiques de l'extérieur. On se dit, oh là là, ça a l'air compliqué, les cercles de décision. On a présenté devant machin. Ensuite, il y aura une autre présentation. Ensuite, il va falloir attendre que le COMEX le voit. Enfin, voilà. On se dit, dans 6 mois. C'est ça. Et nous, hop, bon, on a fait le boulot. Hop, on rentre. J'exagère un tout petit peu, évidemment, puisque l'objectif, c'est quand même d'accompagner les clients dans la durée. Mais en tout cas, on n'a pas ce poids-là, ce poids des arbitrages de la DSI, des programmes informatiques, des budgets. Et donc, tout ça, quand tu es en agence, tu te dis, oh là 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 là, ça va être très très compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Comment tu vas entretenir justement la passion, l'adrénaline, le challenge quotidien en fait que tu as quand tu es en agence, quoi. Tu t'y connaissais en assurance, toi? Avant? Et j'aurais aimé te dire que je savais ce qu'était un actuaire avant, mais ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. J'avais eu des clients en agence dans le monde de l'assurance, mais je travaillais uniquement sur des trucs ultra corporate, rapport d'activité, etc. Donc là, tu rentres dans le dur, en fait. Et en fait, c'est presque plus compliqué que la gestion d'actifs, tu vois. C'est pas simple, l'assurance. Oh, ça, je veux bien le croire. C'est un magnifique métier. Honnêtement, c'est très compliqué quand on met le doigt dedans. Mais c'est un métier qui est sensationnel parce qu'on sauve la vie de gens. En fait, moi, je peux en témoigner à un titre personnel. Il y a eu un jour un dégât des eaux dans le magasin de ma mère. Elle a appelé le mec le jour même. Je me rappelle, j'avais 17-18 ans. J'étais encore au lycée. Et le type lui a sauvé la mise parce que tous ses disques étaient en train de partir à volo. Elle se disait, mais mon Dieu, je vais faire une perte énorme. Elle-même, le mec lui a sauvé la mise. Je peux te jurer que 30 ans après, plus de 30 ans après, je m'en souviens encore. Donc, quelque part, c'est un très beau métier. Mais je reviens à toi, en tant que DIRCOM, tu n'avais jamais été DIRCOM. Non plus. T'étais newbie, total. T'arrives à la Maïf. Il y avait combien de personnes déjà au service com? 80? Ou un peu moins, oui. Oui. Peut-être 60. Oui, bon, voilà, c'était vraiment un tout petit service com. Tu t'es dit, mais mon Dieu, j'ai peut-être peur de m'ennuyer, de prendre ma retraite un peu tôt. 60 gugus à tenir. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de l'autre côté, sincèrement? J'avais peur, j'avais très peur. Oui, je veux bien croire. Le défi, il a envie de faire autre chose, en fait, de se challenger soi-même et de se dire, tiens, je vais tenter un truc que je n'ai jamais fait avant. Et quand même, je sais pourquoi je sais pas si j'aurais franchi le pas pour une autre entreprise, ou en tout cas le sujet, je suis venue parce que c'était la Maïf, en fait. Tu t'es aligné avec les valeurs. Oui, il y avait un sujet d'alignement personnel avec le modèle managérial, la vision du directeur général, l'assureur militant et c'est toutes les convictions qui sont portées par la marque. Et ça, vraiment, et je pense que c'est un autre conseil, justement, pour des étudiants, c'est d'être aligné avec soi-même, en fait, et pouvoir être soi-même. Parce que moi, je savais bien que j'étais le challenger aussi dans les candidats. Enfin, tu vois, comment tu fais confiance à quelqu'un qui n'a jamais managé plus qu'une équipe projet, qui a passé 25 ans en agence, et ce sujet de l'engagement vis-à-vis de la marque et d'être parfaitement aligné, c'est un bonheur, quoi. Qu'est-ce qui a fait la diff? Parce qu'il devait y en avoir des gens de très très haut niveau pour prendre la direction de la communication, pour prendre ta place actuelle. Selon toi, c'est quoi qui a fait la diff? On t'a certainement fait un feedback à un moment ou à un autre. Oui, j'en ai eu plusieurs. Alors, c'est moins en comparatif. Non, je pense que c'était une vision ou une capacité à dire les choses, une forme d'authenticité et de sincérité dans à la fois l'approche et puis tu as quand même beaucoup d'évaluations avant d'entrer. C'est pas uniquement sur un CV et un entretien. Tu as quand même quelques assessments à passer. Voilà. Et puis, ce qui, à la fin des fins, au-delà des compétences, c'est aussi un sujet de comportement et de posture et d'adéquation de la personne. Est-ce qu'elle va être compatible avec la culture de l'entreprise? Est-ce que je vais être compatible avec les gens qui travaillent? Et pour répondre à ta question d'avant, quand je suis arrivée à la Maïf, j'avais très très peur, mais j'ai mes managers qui m'ont appelé avant que j'arrive. Et j'étais tétanisée et la première chose qu'elles m'ont dit, c'est « On est tellement contente que vous arriviez !» Et dans la voix, dans la façon de parler, je me suis sentie accueillie alors que je les connaissais pas et je me suis dit ça va être super. T'étais à la maison déjà? J'étais quasiment déjà à la maison, oui. Je trouve ça incroyable. Ça me laisse sans voix et ça ne m'étonne pas, bizarrement. Parce que quand on est dans une entreprise mutualiste,
Je parlerai pas de ma vie hors du travail, mais je crois beaucoup à toutes ces choses-là. Et je suis absolument pas étonné de l'accueil qu'on t'a réservé, parce que finalement, encore une fois, un véritable extraterrestre. Parce qu'ils auraient certainement pu prendre quelqu'un d'autre qui venait, qui puisait à Niort, où il y a quelques mutuelles. On sait de quoi on parle. Ils auraient très bien pu prendre quelqu'un qui venait pas de Paname, qui n'avait pas fait toute sa carrière en agence et qui n'avait pas dirigé plus, comme tu l'as dit très justement toi-même, qu'une équipe projet. D'emblée en prendre 60, waouh, c'est du lourd. Tu as dû déménager, je suppose, à Niort ou tu... Non, je fais des allers-retours. Voilà, félicitations. Alors combien de temps faut-il entre Paris et Niort? 2 heures. C'est plus rapide que Toulouse. Bref. Parce que Niort, c'est la 4e place financière française. Eh bien, tu vois, je me coucherais beaucoup moins bête, et nos auditrices et auditeurs aussi, je ne le savais absolument pas. Eh bien, félicitations à Niort. Je suis allé une fois à Niort pour un match de football qui avait été gagné par mon équipe. Ça n'a aucun intérêt. Oui, vraiment, c'est passionnant. Contre les Chamois niortais ? Ben oui, on a battu 1-0, un but à la 88e minute. Pardonnez-moi, ami niortais. Donc, tu n'as pas déménagé ? Non. Toi qui es parisienne, cette vie de province, c'est quand même un kiff absolu. J'imagine que lorsque tu vas au siège à Niort, tu dois te dire, oui, en fait, ils se calment un peu, ils ont plus les pieds sur terre. Ça n'empêche pas d'avoir la tête dans les nuages, hein, attention. Hein. Mais je trouve ça fantastique quand tu reviens en province. Moi, j'en suis originaire. Tu t'aperçois que tout le superflu pénible de Paris, en fait, ne sert à rien. Quasiment. Non ? Écoute, j'adore aller à Niort. Oui. C'est là que sont toutes les équipes. T'as le siège, t'as cette forme de croise énormément de monde et toujours cette forme de bienveillance entre les personnes. J'adore. Mais j'adore parce qu'il y a tous ces gens. Après, quand j'y suis, je travaille, mais en même temps, je fais la même chose à Paris. Donc Eh bien, voilà, c'est ma vie qui était hyper intéressante. Là, ça, on pourra le couper. Non, non. En somme, c'est pas Knorr, j'adore, mais Niort, j'adore. C'est ça. Mais écoute, je te remercie, Cécile, c'était absolument passionnant. Vraiment, encore une fois, un parcours incroyable. En plus, tu es allée à Reading, le latin, moi, j'en reviens pas. Tu es sorti de la marque employeur et tu es en pleine forme, donc je suis ravi, parce on y a survécu, et je dis bravo. Tu as gardé ce kiff pour la com interne ? Oui, toujours. Toujours ? D'accord. Oui, j'ai toujours une affinité particulière avec la communication interne. Ah, je peux te comprendre, je considère qu'elle est morte, mais malgré tout, elle renaît, et elle est d'autant plus intéressante qu'elle n'est Dans plus... la dimension accompagnement du changement Ah ben oui. et transformation des organisations. Ah ben tiens, forcément, parce que ce que tu as fait par le plus grand des hasards, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. C'est ça. Voilà. Je te remercie, c'était absolument passionnant. Tu reviens quand tu veux dans le décodeur. Merci à toi. Je t'en prie, et chères auditrices, chers auditeurs, c'est très simple. 5 étoiles Apple, 5 étoiles Spotify. On s'abonne au décodeur de la com pour justement écouter des femmes formidables comme Cécile. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots en latin, s'il te plaît, Cécile ? Oui, c'est dur. Oh non. Mais non, je plaisante, évidemment. Mais non, c'était juste pour t'embêter. Comprenez bien, je charrie Cécile sur le latin, mais encore une fois, les mots ont un sens. Nous sommes une langue latine. Tiens, c'est étonnant. Donc quand on a fait du latin comme moi, j'ai absolument détesté les 3 ou 4 années que j'ai fait de latin. Par contre, bizarrement, ça m'a appris à être nettement meilleur à l'écrit. Ah, la communication, ce sont des mots, ce sont des idées, ce sont des stratégies, et qui sont bien expliquées, qui sont claires, nettes et précises, avec des beaux mots. Et bien le latin, ça sert aussi à ça dans notre métier. Merci à toi, Cécile. Merci Laurent. Ciao, ciao.